Salut à tous, aujourd'hui nous allons voir une femme qui a la tête dans les étoiles. Vous avez peut-être grandi avec elle et son ouvrage Rose de Végastri, le 4e tome, vient de sortir. On va donc tout de suite à la rencontre de Nadia Chonville qui est ici à la plage de Schellcher et qui nous attend. Bonjour Nadia. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir, de nous emmener ici à Schellcher sur la plage du Bourg. C'est assez surprenant comme endroit. Ah oui, c'est un endroit où j'ai beaucoup vécu. Quand je suis revenue de mes études, en fait, je suis venue m'installer à Schellcher parce que c'est proche de l'université, là où je travaille. Et je suis souvent venue le matin ici pour écrire, notamment le tome 3 de Rose de Végastri. Il y a une grande partie du 3e tome qui a été écrite ici avec cette vue sur la mer, sur l'horizon et sur les 3 îlets aussi. Et tout ça, on peut le lire d'une certaine manière dans Rose de Végastri, dans le 3e tome. Ah oui, dans le 3e tome de Rose de Végastri, lorsque Rose regarde les paysages, notamment lorsqu'elle regarde vers la mer, elle parle souvent de la transparence de l'air qui la fascine, qui l'impressionne. Elle a l'impression que des montagnes qui sont pourtant très très loin sur la planète Bornélienne 2 se trouvent juste en face d'elle, ou bien que depuis là où elle se trouve sur le mont Sten, pour ceux qui liront le roman, eh bien en fait elle pourrait simplement sauter d'un bond et se retrouver dans la mer. Et ça c'est quelque chose qui m'a toujours manqué quand j'ai voyagé pour mes études à travers le monde. C'est là que je me suis rendu compte d'à quel point l'air était transparent en Martinique, à quel point on avait de la lumière, à quel point tout pouvait paraître plus proche et plus palpitant dans notre paysage. Et ça, j'ai toujours voulu le placer dans mes romans. Puisqu'on parle de tes romans, 4 tomes déjà, comment ça a commencé cette aventure Rose de Végastri? Alors Rose de Végastri, ça a commencé quand j'avais 13 ans. J'ai commencé à écrire cette histoire en allant au club d'astronomie du lycée du François, où j'étais passionnée par les étoiles et par l'observation du ciel. Ça m'a toujours fascinée, ça m'a toujours beaucoup inspirée. Et puis j'ai réfléchi à me demander est-ce qu'il pourrait y avoir quelqu'un dans le ciel, quelque part, dans l'univers, qui serait en train de me regarder comme moi, je suis en train peut-être de regarder cette personne. Et c'est comme ça que ça a commencé. J'ai imaginé l'histoire d'une jeune fille qui se poserait en fait cette question. Alors après, c'est parti très très loin évidemment. Oui, effectivement. C'est parti très très loin, mais ça m'a passionnée pendant 10 ans. 10 ans, c'est énorme. Est-ce que dès le départ tu savais qu'il y aurait 4 tomes? Est-ce que dès le départ tu t'es dit, tu savais où cette histoire t'emmènerait? Ou est-ce qu'au fur et à mesure ça a évolué? Je savais qu'il y aurait 3 tomes et je savais presque exactement tout ce qui se passerait, en tout cas les choses les plus importantes. Et au fur et à mesure que je grandissais, eh bien, l'histoire a aussi évolué avec moi. Voilà. Donc tout n'était pas écrit quand j'avais 13 ans. Les grandes lignes étaient écrites et le reste m'a surpris moi-même au cours de l'écriture. On va voir dans un instant comment tu as évolué avec cette histoire, comment cette histoire a évolué avec toi, a grandi avec toi. Avant, on va faire une petite parenthèse de danse. Tu aimes bien danser? J'adore ça. Ça tombe bien. On va aller voir un spectacle inédit présenté par la compagnie Artefact qui s'appelle Mon corps et le corps de tout le monde. Évidemment, je ne parle pas du mien, je vous laisse plutôt voir ce que ça donne. Découverte. Mon corps est le corps de tout le monde. Cette pièce, elle parle de la relation du corps dans la société et aussi l'acceptation de soi-même à travers son corps et le regard de l'autre. Comme dans un film de la métro, le soleil se couche sur l'eau. Pour moi, ça avait été un grand mystère de voir comment le corps, en cette période, était utilisé pour tout. Je veux dire, on l'utilise pour vendre des machines à laver, on l'utilise pour des produits. Tout le monde veut être jeune, tout le monde veut être beau, personne ne veut vieillir. Donc on se bat énormément contre ça. Et finalement, la question de savoir est-ce qu'on est heureux ou pas quand on obtient ce qu'on veut et quels sont les prix à payer aussi pour ça. J'ai le VIH. Virus d'immunodéficience humaine. Et depuis, cessation d'activité.
porte fermée à double tour. Au départ, pour le casting, j'avais pensé à vraiment chercher des gens avec des corps les plus différents possibles. On avait même pensé au départ travailler avec des gens à mobilité réduite. Et finalement, à travers des rencontres, je me suis laissé inspirer par les corps des interprètes que j'ai mis sur scène pour ce spectacle. Et finalement, même si on n'était pas dans des extrêmes, il y avait une très grande diversité corporelle. Et je pense que dans le public et dans la vie de tous les jours, tout le monde a pu se reconnaître d'une manière ou d'une autre. Et ça, je pense que c'est la chose la plus importante. Il y avait l'enthousiasme déjà de travailler ensemble, de se rencontrer, de faire quelque chose. La thématique est arrivée dans un second ordre. On a une histoire par rapport au nu qui est un peu délicate, qui remonte, alors il y a le poids de l'Église, mais il y a aussi le poids de la période esclavagiste où justement les esclaves étaient quasiment nus et le fait de se couvrir, c'était aussi avoir une certaine dignité, accéder à la dignité d'homme de se couvrir. Et après, on le présente au public, on s'est dit, bon ben voilà, on va voir comment ils vont réagir, comment ça va se passer. Partout en Europe, maintenant, on a une explosion du nu sur scène. Je veux dire, presque c'est blasé d'avoir du nu sur scène. Et je pense qu'ici, on ne peut pas le prendre pour acquis. Je pense que le public ici aussi, il est prêt, il a besoin de ce genre de questionnement, il a besoin de se poser des questions. C'est comment on propose un sujet, comment on le met sur le plateau pour ne pas non plus pas choquer, parce que choquer, il y a quelque chose d'intéressant dans ça, mais pour ne pas juger. C'est ça la différence. Les couleurs du soir étaient figées dans un camailleux de vert et de bleu. Les humains et les dragons semblaient suspendus dans l'air comme des marionnettes et même le vent avait ralenti sa course, passant sur ma peau comme une discrète caresse. On n'entendait plus les voix des hommes et de la nature et s'était transformé en un lointain écho, un murmure. Craignant que cette magie ne m'affectât moi aussi, j'hésitais à me mouvoir. Puis encouragée par Silver qui se déplaçait toujours autour de nos compagnons de route en leur faisant la grimace, je me mis à marcher sur l'herbe fraîche. Auprès de nous, deux Pornélianis soulevant la reine Lily-Dove sur un brancard étaient immobilisés dans leur effort, les joues bien gonflées. Dal Maestro époussetait sa tunique avec un air las, la jambe droite suspendue dans l'air, prête à le faire avancer. Fra Lester était dressé un peu plus loin, les jambes enfoncées dans l'herbe, le doigt pointé vers nous et le regard fixé sur un dragon qui écoutait son ordre. De retour, toujours à la plage de Schellcher avec Nadia Chonville qui va me révéler un petit secret. J'ai une question. Le deuxième tome de Rose de Végastri est dédié à la petite danseuse bleue. Qu'est-ce que c'est que cette petite danseuse bleue? Alors, la petite danseuse bleue, c'est un petit secret entre moi et mon roman, en fait. Lorsque j'écrivais le premier tome, c'est vrai que j'étais assez jeune, j'étais une petite adolescente. On m'avait offert un petit pendentif tout bête, en plastique, bleu. C'était une petite danseuse qui ressemblait à la danseuse de Degas. Et lorsque j'écrivais le roman, je la mettais à côté de moi. Et pour moi, qui ai toujours eu un rapport très magique avec l'écriture, j'étais persuadée que c'était elle qui me racontait l'histoire. Comme si cette histoire, elle était vraie, comme si, comme si ces personnages-là existaient quelque part dans l'univers et qu'elle était là comme une petite fée, la petite fée qui devait me révéler ce secret-là. Voilà. C'est une histoire également un peu magique aussi, l'histoire de Rose de Végastri. Pourquoi tu t'es pas lancée dans un truc un peu plus terre à terre, un roman d'une histoire humaine toute simple? Pourquoi il a fallu que ça parte dans tous les sens? Pourquoi il a fallu qu'on voyage autant et puis que ça démarre en Andalousie, oui, alors que finalement c'est pas du tout notre cadre local? Ah, en fait, l'écriture ça a toujours été quelque chose de magique pour moi. Quand j'ai appris à écrire, j'ai appris à écrire pour écrire mes histoires et je considérais que c'était un travail d'enchanteresse, que c'était réussir à contrôler une magie, de réussir à créer des histoires. Donc du coup, vu que j'ai appris à écrire dans une dimension un peu magique quand j'étais toute petite fille, eh bien écrire des histoires magiques était assez naturel pour moi, pour commencer. Et l'année où j'écrivais Rose de Végastri, en fait, on avait l'intention d'aller en Espagne. Donc du coup, j'avais pas mal de documentation et j'en rêvais, et voilà. Les personnages traversent des paysages luxuriants, des paysages très tropicaux.
Et contrairement à ce à quoi la fantasy nous habitue, des mondes très sombres, ça se passe toujours la nuit, voilà, tout est gris et tout est beau et Non. tout fait rêver. Voilà, c'est ça. Vegas Strip en Eliam, ce sont des mondes colorés. C'est pour ça aussi que Ralph Edmond, mon illustrateur, a fait des couvertures aussi colorées. C'est parce que ça ressemble vraiment au monde où évoluent les personnages. Moi j'ai lu les 4 tomes, Mhm. parce que le dernier vient de sortir, Exactement. 10 ans après. Oui. Belle expérience, belle épopée, belle histoire. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi. On va tout de suite retrouver Olivia, bien sûr, comme tous les jeudis. Bonjour Olivia. Bonjour Fanny. De quoi tu me parles aujourd'hui? Eh bien, Nadia Chonville, qui nous reçoit aujourd'hui, est une artiste qui a commencé son travail artistique, littéraire de manière très précoce. C'est vrai, elle avait 13 ans. Voilà, C'est tôt, effectivement, c'est très tôt. Du coup, aujourd'hui, je vais te parler de ces artistes précoces, de la place de l'art dans leur éveil et dans leur éducation, notamment au cours du siècle passé. Alors, Wolfgang Amadeus Mozart, qui n'était pas martiniquais, mais on va quand même en parler, était, comme tu le sais, Fanny, dès son plus jeune âge, un artiste extrêmement talentueux, un compositeur de renom. On le voit très bien dans l'œuvre cinématographique de Milos Forman. Et ce n'est pas Steve Zebina qui nous dira le Ça, c'est contraire. certain. Je ne pense pas. En général, les enfants font appel à leur imaginaire et leurs dessins sont très parlants, nous révèlent leur véritable nature intérieure, nous révèlent leurs aspirations. À la fin du 19e siècle, l'artiste britannique Brian Hatton, dès l'âge de 10 ans, remporta de nombreux prix pour son incroyable travail, un travail d'une très grande qualité remarquable. Alors, durant cette période, les premiers ateliers d'art pour enfants apparaissent en Autriche, en Allemagne, en Russie, en Angleterre et en 1909 en France. C'est l'année de la promulgation des nouveaux programmes à l'école primaire qui feront débat, notamment au niveau de l'enseignement artistique. Les débats de réforme scolaire ne datent donc pas d'hier. Et ce sera aussi l'année du Salon des enfants, organisé par Henri Matisse, et également de l'exposition enfantine du Salon d'automne. Voilà, donc l'enfant et l'art, là, commencent à être véritablement considérés au début du XXe. Les Américains entreront en scène et tout au long du XXe siècle, on considérera que tout le monde est capable de créativité et surtout d'esprit critique esthétique. Voilà, de jugement esthétique. Alors aujourd'hui, les jeunes artistes affirment une vision et un style en ayant une culture visuelle et audiovisuelle extrêmement large. Alors tout ce qu'on leur souhaite, c'est que ces jeux créatifs, ces jeux artistiques et passionnants leur révéleront, comme pour Nadia Chonville, toute l'étendue, la force de leur vision créatrice et surtout d'avoir confiance en leur grande intelligence artistique. Surtout. Et on les encourage énormément. Merci beaucoup, Olivia. Merci à toi. On te retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Comme tous les jeudis. On va tout de suite retrouver Steve. Alors voilà, j'ai quitté la plage puisque Steve refuse de quitter son bureau. Qu'est-ce que tu fais là? Bonjour. Bonjour, eh bien je suis dans les dernières minutes de la préparation des rencontres cinéma, du festival de l'EPCC Atrium Martinique, les rencontres cinéma Martinique. Qu'est-ce qu'on va avoir dans ces rencontres cinéma? Eh bien tu l'as dit. 10e édition. Tu l'as dit justement. Un festival, c'est avant tout un espace de rencontre. Et d'avoir un terme comme ça, comme étant le titre de notre festival, je pense qu'on a quasiment l'obligation d'aller jusqu'au bout du concept. Et cette année, on va véritablement tout faire, tout mettre en œuvre pour pouvoir offrir aux spectateurs des espaces d'échange, des espaces de rencontre justement. Tout d'abord, en termes de lieux, on va se promener dans toute la Martinique. Il y aura des films dans pratiquement 30 communes. Un autre espace qui va être véritablement l'une des grandes innovations, ça va être le village des rencontres. Un petit peu plus bas, là, sur l'esplanade de l'Atrium. Le soir, avant les projections, les spectateurs pourront se rencontrer, écouter de la musique, discuter des films. Le midi, ils pourront venir au cinéma aussi, le midi. Au lieu de prendre une pause déjeuner, d'aller prendre un sandwich, ils viendront, avec ou avant le sandwich, ils viendront découvrir des films. L'autre élément, c'est que le thème, ça va être musique et cinéma. Et quoi de mieux que la musique pour pouvoir voyager, pour pouvoir aller à la rencontre d'autres peuples. Par exemple, dès samedi, nous aurons un film qui s'appelle Yo soy la salsa, qui va être une espèce de rétrospective de la grande épopée de l'époque de la Fania All Star. On aura un film sur le hip-hop, avec la création de l'album Nazilmatic. On aura tout plein de films comme ça, avec des musiques très différentes. On aura un film inédit en France sur Fela. On va partir en Éthiopie, avec un film qui s'appelle Difret, qui a eu beaucoup de succès dans beaucoup de festivals
festival. On va aller voir Whiplash, peut-être l'un des films les plus attendus de ce festival, qui est un film qui a été primé aux Oscars. On va aller à Cuba, on va aller finalement un petit peu dans toute la Caraïbe comme ça, dans tout le monde, pour aller découvrir des expressions différentes. On va même arriver jusqu'en Corée avec le dernier film de Hong Sang-soo, un réalisateur autour duquel on va créer une rétrospective qui va être lui aussi un film inédit qu'on va passer exceptionnellement à Madiana. Mais pour conclure, hein, dès demain, nous allons ouvrir en beauté avec une création, un vidéo-concert avec deux personnages particulièrement riches et particulièrement justement à la recherche de découvertes et de rencontres. Victor O d'une part et Gilles Dikozac qui vont nous proposer un spectacle, un vidéo-concert, c'est-à-dire que la musique et le cinéma vont se faire en live sur la scène de la salle Aimé Césaire. Ce sera très beau. Donc voilà, ça va être l'ouverture de ce festival et vous y êtes tous conviés. Festival du 12 au 19 juin. Voilà. Merci Steve. C'est écrit là. C'est écrit là, oui. Ah oui. Merci beaucoup, bon courage, je vais te laisser travailler, moi je vais retourner à la plage. Vas-y. Voilà. J'espère que vous viendrez demain. Et en tout cas, je vous laisse d'ici là avec l'agenda. À la semaine prochaine, jeudi, n'oubliez pas d'ici là que la Martinique est une terre d'artistes et puis aussi de cinéma. En tout cas, pendant une semaine, on est à fond. Et de rencontres, surtout et de rencontres. Salut les artistes, cette semaine on voyage. L'Espagne nous tend les bras avec Revoleo, le spectacle de flamenco proposé par le théâtre Aimé Césaire. Une balade andalouse à découvrir les 12 et 13 juin à 19h30. On ira aussi se promener de par le monde avec les rencontres cinéma. Le festival du 7e art commence ce vendredi. Une soirée d'ouverture tout en musique et en images baptisée Fort-de-France Remix 2015 est menée par Gilles Dikozac et Victor O. Ce sera à 19h à l'Atrium. S'en suivra une sélection de films internationaux toujours à l'Atrium. On ira en République Dominicaine samedi 13 avec Yo Soy la Salsa à 20h30. Dimanche, direction l'Inde avec Ram Lila, une version orientale de Roméo et Juliette. Ce sera à 16h. Lundi, on recommence la semaine avec un film américain Finding Fela, une première diffusion française pour ce film qui revient sur la vie et la musique du saxophoniste et chanteur nigérian Fela Anikulapo Kuti à 20h30 à l'Atrium. Mardi, place à la Colombie avec le film Los Hongos à 20h30. Mercredi, toujours à 20h30, on découvrira celui qui a obtenu le prix du meilleur long métrage du Festival du film de Trinidad et Tobago, Conducta. Et enfin, jeudi, retour en Martinique avec le court-métrage Ticoc de Nadia Charlery à 18h30 en avant-première à l'Atrium. Puisqu'on est en Martinique, on termine cet agenda avec une expo. Celle de Dan Maxime, le peintre présente Sources mises en lumière pour les 250 ans de la distillerie Saint James. Voilà une semaine bien remplie et riche en découvertes, profitez-en bien et nous on se dit à jeudi prochain.